Donc la suite, comme ça a coupé. Donc je disais qu'un carbone asymétrique, il est forcément lié à un environnement différent, comme je viens de représenter. D'accord? D'accord? Donc ce carbone est appelé asymétrique. D'accord? Alors quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Les conséquences lorsqu'une molécule possède au moins un carbone asymétrique. Alors oui, il y a forcément des conséquences. Lorsque dans une molécule, vous avez un carbone asymétrique, déjà, cette molécule va être appelée molécule asymétrique. Voilà. Voilà. Ou chirale. Voilà. Donc une molécule chirale, c'est une molécule qui va avoir au moins un carbone asymétrique. Donc c'est forcément une molécule qui est asymétrique. D'accord? Qui n'a pas de symétrie, rien, voilà. Et elle va être appelée chirale ou chirale si vous voulez. Alors deuxième, c'est que cette molécule en fait, cette molécule va donner des énantiomères. Donc est à l'origine, pardon, de deux énantiomères. Énantiomères, voilà, voilà, ça c'est vraiment important de savoir qu'une molécule qui est asymétrique est à l'origine de deux énantiomères. C'est-à-dire si on revient ici en haut, vous placez cette molécule à travers un miroir blanc, d'accord, ça va vous donner une image. Vous suivez, une image en fait. J'ai du mal à représenter ces mêmes volumes, je ne sais pas si ça va aller, mais en gros comprenez que ça va vous donner, voilà, ça va vous donner une molécule qui n'est pas superposable avec la première. C'est-à-dire que si je détache cette molécule, imaginez que je détachais cette molécule, d'accord, et que je venais superposer ça avec cette molécule. Vous voyez que ces deux molécules ne sont pas superposables. D'accord? Je prends un exemple avec mes mains, si ça peut vous aider. Ça, c'est la première molécule. Voilà. D'accord? Et cette molécule-là, à travers un miroir blanc, va donner une autre molécule comme ça. Et quand vous superposez les deux, vous voyez bien que ces deux molécules ne sont pas superposables. Superposer, c'est comme ça en fait. Parce que si deux molécules sont superposables, ça veut dire que ce sont deux molécules identiques. Voilà. Quand quelque chose se superpose comme ça veut dire que c'est identique. Voilà. C'est tout simple. Mais quand quelque chose ne se superpose pas, voilà, on dit qu'ils sont dans une relation des énantiomères. Donc, c'est en fait le carbone là, asymétrique, qui est à l'origine de ça. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà. Après, on va ramener ça dans notre contexte ici des glucides. D'accord? Déjà, il faut comprendre que quand il y a un carbone asymétrique, déjà, ça donne à deux énantiomères, c'est-à-dire à deux molécules qui ne sont pas superposables. Voilà, qui ne sont pas superposables. Vous voyez? Voilà. Donc, prenons par exemple dans le cas où le volume là, c'était le OH, dans le cas où nous sommes. Puisque des eaux, ce sont des polyalcools. Donc, imaginez que ça, c'est un OH, d'accord? Regardez, comme on sait que ce n'est pas superposable, ça veut dire que vous aurez la configuration d'un carbone avec son OH qui sera différente en fait avec la deuxième molécule avec son OH. Donc son OH sera de ce côté alors que la première, ça sera de l'autre côté. Voilà. Donc la configuration d'un carbone asymétrique diffère dans la première situation ici, puisqu'il est là, dans la deuxième situation, il est là. Voilà. Donc ce n'est pas superposable. Et l'origine de ça, c'est le carbone asymétrique. D'accord? Alors 3, ça dit quoi? Ça conduit aussi, ça donne la molécule le pouvoir rotatoire. Voilà, ça donne à la molécule le pouvoir rotatoire, c'est-à-dire la capacité qu'aura la molécule finalement, du fait de la présence du carbone asymétrique, de dévier la lumière soit à gauche ou à droite. D'accord? On va parler, si c'est à gauche, si c'est à droite, pardon, on parlera de dextrogire. Dextrogire. Si c'est à gauche, on parlera de lévogire. Voilà, ça c'est pas trop important. Vous ferez ça, je crois, je sais pas pour vous qui sont, pour vous pardon, qui êtes, pardon, excusez-moi, lapsus, pour vous qui êtes à la faculté de sciences et techniques de Marion Ngouabi, vous allez faire ça en biologie, en quoi, en biochimie, voilà. En biochimie, vous ferez ça, la notion de pouvoir rotatoire quand vous allez faire des acides aminés. Voilà. Mais pour l'instant, ça reste une information, on ne sait jamais. Alors, c'est pas plus important. Donc, nous, on va plus exploiter ça. Bon, voilà. Quatrième, attention. Le dernier, voilà. Le dernier carbone
carbone asymétrique. Voilà. Le dernier carbone asymétrique. Donc, il y aura deux fois où vous pouvez avoir dans une molécule plusieurs carbones asymétriques. Hein, ce qu'on va voir. D'accord. Dans le cas du glucide, là où nous sommes, il y a plusieurs carbones. On va voir qu'il y a plusieurs carbones asymétriques. Alors, quand il y a plusieurs carbones asymétriques, le dernier carbone asymétrique, d'accord, voilà, va faire quoi? Ben, va être à l'origine de la configuration. D'accord. En fonction de quoi? En fonction de la position du OH. D'accord. Donc, la position du dernier carbone asymétrique, la position du OH, en fait, du dernier carbone asymétrique, va être à l'origine de quoi? Et de la configuration. De la configuration de la molécule. D'accord. Lorsque le OH, en fait, de ce dernier carbone asymétrique, lorsqu'il sera soit à gauche, d'accord, ou soit à droite, il va donner ici la série L. De l'autre côté, il va donner la série D. Voilà. D'accord. Donc la position du dernier, la position du OH du dernier carbone asymétrique, dans le cas où il y en a plusieurs, ce dernier, d'accord, est à l'origine de quoi? De la configuration d'une molécule. Soit c'est une série L lorsque c'est à gauche, ou soit c'est D. D'accord. C'est pourquoi, si je reviens un peu en arrière, dans le cas ici, on revient par exemple ici, dans le cas du glycéraldéhyde, d'accord, vous voyez que quel est le carbone asymétrique? Déjà, ce carbone-là, il ne peut pas être asymétrique, d'accord, parce qu'il est lié deux fois un même atome, parce qu'on dit qu'il est asymétrique lorsqu'il est lié à 4 atomes, mais différents, à 4 groupements différents. Donc, en ce moment-là, il est entouré je sais pas, à 4 volumes différents. Donc, en ce moment-là, il n'y a pas de symétrie. Donc, c'est un carbone asymétrique. Donc, lui, il ne peut pas déjà être là, on est d'accord? Et lui, en fait, d'accord? Regardez ces 4 bras. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc le premier, c'est tout ça. Donc c'est un groupement comme ça. Le deuxième, c'est ce groupement de OH. Le troisième, c'est le groupement de H. Et le quatrième, c'est tout ce groupement-là. Donc le groupement-là, il y a ça, il y a ça. Donc vous voyez que ce groupement-là est bel et bien différent du premier groupement, est bel et bien différent du troisième, est bel et bien différent du quatrième. Donc ce carbone-là est asymétrique. On est d'accord? Ce carbone est asymétrique. Donc ce carbone est asymétrique. Mais non, ce dernier, lui, il ne peut pas être asymétrique parce qu'il est lié à deux atomes qui sont identiques déjà. Voilà, hydrogène, hydrogène, non. Donc dans cette molécule ici, il y a un carbone asymétrique. D'accord? Alors, on avait parlé de configuration, c'est-à-dire le dernier carbone asymétrique, qui est le premier ici, d'accord? Le dernier qui est le premier dans ce cas-là, d'accord? La position du OH conduit à quoi? À la série. Vous regardez que la fonction OH ici, qui est portée par le dernier carbone asymétrique, est bel et bien à droite. C'est pourquoi le nom de cette molécule a été précédé par la configuration des... Voilà, donc ça j'avais anticipé le nom sans vous dire, pardon, la notion de configuration. Alors si vous avez compris cette notion de configuration, attention, on va essayer de mettre ça un peu plus au clair. Alors, on disait ici tantôt que quand il y a le carbone asymétrique, ça conduit forcément à des énantiomères. C'est-à-dire, on va prendre au moins une molécule qu'on appelle un aldohexose, qu'on a l'habitude de vraiment faire, parce que ça vient souvent dans les exercices, hein, qu'on appelle le glucose. Alors, le glucose, c'est un aldohexose. Je vais vous donner cette configuration. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Alors attention, c'est toujours la fonction aldéhyde en première position. La deuxième position, le OH est là. D'accord. La troisième, le OH est de ce côté. D'accord. La quatrième, en fait, il est de ce côté. Cinquième, il est de ce côté. Sixième, il est de ce côté. Voilà. Donc ça, c'est le glucose. Voilà. Mais ça reste quoi? Ça reste un aldohexose. Comme je vous avais dit que ce sont juste des noms génériques. Mais chaque molécule va avoir son nom. Alors, il n'y a pas à me demander, mais comment est-ce que je vais donner le nom? Bien attention, les noms sont connus. Hein. Enfin, les noms existent. C'est comme si vous allez me demander comment est-ce qu'on sait qu'on doit me donner le nom de Marion. Voilà, c'est une question que je pourrais peut-être pas vous répondre. D'accord. Voilà. Donc chaque molécule a son nom. Voilà. Donc le problème, si tu veux connaître, il faut aller chercher, voilà, et retenir. C'est tout. Donc il n'y a pas à se dire comment est-ce qu'on peut nommer.
Voilà. Donc c'est des noms propres. Voilà. C'est comme moi, Marion, c'est mon nom propre, mon prénom. Enfin, mon nom propre, c'est Ngwaka. Voilà. Donc voilà. Donc c'est comme ça, des molécules aussi. Il faut chercher ces noms-là. D'accord? Donc dans le cas de cette configuration, c'est le glucose. Voilà. Alors comment est-ce que moi je sais, hein? Moi généralement je sais que si je compte de bas vers le haut, les 3 carbones vont avoir la même position de OH, mais quand j'arrive là, c'est de l'autre côté, quand j'arrive là, c'est de ce côté-là. Voilà. C'est comme ça que moi j'avais compris ma représentation depuis, et voilà. Donc là j'ai même la capacité de faire du haut vers le bas parce que je comprends. Donc ça a maîtrisé, parce que ça vient souvent. Alors comme on a dit, il faut chercher des carbones asymétriques. Celui-là il n'est pas asymétrique déjà. Alors celui-là il est forcément asymétrique, parce qu'il est lié avec ça. Différent de ça, différent de ça, différent de tout ça. Donc vous regardez les 4 bras, regardez, vous regardez les 4 bras du carbone. Voilà, vous voyez ces 4 bras, si c'est des groupements identiques ou pas. Donc c'est des groupements, les 4 bras en fait. Voilà, si c'est identique ou pas. Vous voyez que c'est comme ça qu'on arrive à chercher. Donc lui c'est déjà un carbone asymétrique, lui aussi oui, parce que ce bras-là est différent de ça, différent de ça, différent de tout ça. Donc il est forcément asymétrique. Celui-là aussi asymétrique, celui aussi c'est asymétrique, mais là, non, parce qu'il y a 2 hydrogènes qui sont déjà identiques. Donc dans cette molécule, vous avez combien? 4 atomes de carbone. Alors je sais que c'est le glucose, mais il faut donner sa configuration. Alors pour donner sa configuration, on a dit qu'on va regarder le dernier carbone asymétrique. Dans notre première situation ici, pardon, le dernier carbone asymétrique, c'était le premier carbone asymétrique, donc là c'est simple. Mais ici on a plusieurs. Alors le dernier c'est quel carbone? Attention, on commence toujours à compter du carbone aldéhyde. Donc celui-là qui porte la fonction 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le dernier carbone asymétrique c'est forcément le carbone 5. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le carbone 5. Et donc la position du OH en fait de ce carbone va faire quoi? Va nous indiquer la position, va nous indiquer la série, donc la configuration. Alors là, c'est bel et bien à droite, donc c'est la configuration BL. D'accord? Alors ça ne s'arrête pas là. On a aussi parlé des conséquences, d'autres conséquences, pardon. Attendez que je puisse regarder. Ça conduit aussi à des énantiomères. Donc la présence au moins d'un carbone asymétrique conduit à des énantiomères. Alors, on va chercher les énantiomères de D-glucose. Alors, l'énantiomère de ça, c'est quoi? C'est une molécule, d'accord, qui ne va pas être superposable à la molécule. C'est-à-dire que c'est une molécule dont la deuxième n'est pas superposable. Donc, c'est 2 molécules différentes. Alors, comment est-ce que je vais trouver l'énantiomère de ça? Mais je veux justement changer quoi? Mais la configuration de tous les carbones asymétriques. Attention, parce que c'est le carbone asymétrique qui est à l'origine de ça. Donc, si je change la configuration des carbones asymétriques, donc la position de OH de chaque carbone asymétrique, je trouve l'énantiomère de l'autre. Enfin, je trouve son énantiomère. D'accord? Alors, là, c'est simple. Pour ne pas que ça soit superposable, on change la configuration des carbones asymétriques. Que des carbones asymétriques, c'est-à-dire les OH de ces carbones asymétriques. Donc, je reprends, voilà, 1, 2, pardon, 3, 4, 5, 6. Donc je remets ma fonction, je remets aussi ici, parce que je sais que je ne vais pas changer sa configuration, parce que ce ne sont pas des carbones asymétriques. Alors le haut ici, je change la configuration. Donc il était ici à droite, il passe à gauche. Ici, il passe à droite. Là, il passe à gauche, pardon. Là aussi, il est là. Voilà. Voici la configuration. Voilà, voici l'énantiomère du glucose. Donc l'énantiomère du glucose, c'est aussi le glucose. D'accord? Parce que c'est une molécule qui n'est pas superposable. Donc on regarde ça à travers un miroir blanc, d'accord? Qui ne sera pas superposable. Donc c'est comme cette molécule-là. Vous voyez que ça, par exemple, c'est un carbone asymétrique. Et ça, c'est la position du OH de ce carbone asymétrique. Et quand vous prenez encore la même molécule, vous voyez? Enfin, pardon, si vous prenez la molécule qui n'est pas superposable, c'est-à-dire qu'à travers un miroir blanc, vous prenez cette molécule, mais vous allez voir que ça ne sera pas superposable. D'accord? Le OH ici, de la molécule, va être de ce côté, alors que là, c'est de l'autre côté. C'est pourquoi, pour générer l'énantiomère d'une molécule, on change la configuration des OH des carbones asymétriques. Tous les carbones asymétriques, pour retrouver quoi? Pour retrouver
l'énantiomère. D'accord? Et donc, si vous regardez le dernier carbone asymétrique, sa configuration ici, en fait, sa position du OH du dernier, va nous donner quoi? Va nous indiquer la configuration. Alors ici, il est où? Il est à gauche. Donc ici, ça reste un L. Donc là, c'est le L-glucose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dit sur les conséquences? Alors attention, c'est pas là. Les conséquences, on a dit que, voilà, ça on a exploité, ici aussi on a exploité, voilà. Et on dit que la molécule est chirale, voilà. Donc là c'est simple. Ok, voilà. Pardon, voilà. C'est bon? Alors, si vous avez compris la notion des énantiomères, alors on va ajouter encore une autre notion qu'on appelle épimère. Épimère, d'accord? Alors, les épimères, c'est quoi? Déjà, ici, des énantiomères, on a dit, ce sont des molécules qui sont différentes sur tous les carbones asymétriques. Voilà. Voilà. Donc, en ce moment-là, les deux images, enfin, de deux molécules ne sont pas superposables. Voilà. En termes de carbones asymétriques. OK. Donc, nous, on regarde la position des OH des carbones asymétriques. Donc, vous comprenez que la notion de carbone asymétrique ici, elle a été vraiment importante à comprendre. Donc, on ne peut pas faire de biologie moléculaire sans comprendre quand même ces notions de chimie. Là. Sinon, ça sera pas trop intéressant, vous aurez des difficultés après. D'accord? Alors, des épimères, c'est quoi? Alors, suivez. Les épimères, en fait, c'est quoi? C'est que la différence entre les molécules, ça sera seulement sur un carbone asymétrique. Donc, c'est deux molécules dont la différence est seulement sur un carbone asymétrique. Ok, regardez. Je prends le cas de le glucose toujours. 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Alors, si vous avez maîtrisé votre configuration, c'est bien. Parce qu'il y a des questions souvent dans ce sens. Donc, il faut quand même maîtriser la structure de Fischer. Alors, ça, c'est le D-glucose. Alors, le D-glucose, avec quoi? Regardez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un carbone asymétrique. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Alors, regardez. Alors, je vais générer son épimère. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH. OH. Donc, il y a H ici. H. H. D'accord. OH. Alors, attention. Ici, je change la configuration. Donc, en position 2, je mets H. Là, ça devient OH. Alors, regardez. Hein. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, là, c'est quoi? Regardez la différence entre les deux. C'est sur la configuration du deuxième carbone, qui est le premier carbone asymétrique. D'accord? Donc, voilà la différence entre les deux. C'est sur le carbone numéro 2. Donc, ici, le OH, ça peut être soit à gauche, ou soit, non, pardon, c'est à droite, d'accord? Mais ici, je ramène ça à gauche. Vous voyez? Donc là, la configuration de ces carbones-là, ben, ils sont différentes. Donc la configuration, pardon, elle est différente dans les deux. D'accord? Et on dit que les deux molécules sont des épimères. Alors maintenant, c'est quoi le nom de cette molécule? On sait que la molécule là est toujours un aldo-exose, puisqu'il y a quoi? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, et il possède la fonction aldéhyde. C'est bien et bien un aldo-exose, mais son nom propre, c'est un mannose. Voilà, donc le mannose c'est quoi? Mais c'est l'épimère du glucose en C2. Voilà, donc c'est l'épimère du glucose en quoi? En C2, voilà, en C2. Donc si vous changez la configuration en position 2 du glucose, ben, vous tombez sur le mannose. Voilà, c'est tout simple. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de connaître la structure de l'aldose. Parce que les autres, comme le mannose, ce n'est que l'épimère du glucose en C2. Donc si vous avez le glucose, vous changez juste la configuration en position 2, vous avez donc le mannose. Voilà. Alors, maintenant c'est quoi le galactose? Parce qu'il y a aussi le galactose. Hein. Je crois que j'avais signifié ça au début là. Voilà, dans le cas des aldo-exoses, parce qu'on utilise plus des aldo-exoses, on a le glucose, on a le mannose, on a le galactose.
D'accord? Alors le galactose maintenant c'est quoi? C'est toujours l'épimère du glucose. Donc attendez, hein, on va toucher un peu partout. Attendez. Alors voilà, ici c'était de savoir la notion d'épimérie. Donc l'épimère c'est quoi? C'est deux molécules. Donc on dit que deux molécules sont dans une relation d'épimérie lorsque ces molécules-là sont différentes seulement sur la configuration d'un carbone asymétrique. Vous voyez bien que ces deux molécules possèdent la même fonction chimique. Attention, ça quand même, je dois quand même insister. Les deux molécules possèdent la même fonction. Donc pour être des épimères, vous devez d'abord avoir soit une même formule brute, voilà. Vous devez avoir une même formule semi-développée, d'accord? Vous devez avoir une même fonction quoi? Même fonction chimique, d'accord? Quand je parle de fonction chimique, je fais allusion soit c'est une cétone, soit c'est quoi? Soit c'est un aldéhyde. Vous voyez, hein? Donc, pour être dans les relations qu'on est en train de parler des enantiomères et épiméries, ce sont des molécules qui doivent avoir la même formule brute, la même formule semi-développée, la même fonction chimique. Donc, dans le cas où nous sommes, soit c'est cétone, soit c'est aldéhyde. Mais diffèrent par quoi? Mais vous voyez bien que les molécules diffèrent cette fois-ci. Enfin, pas cette fois-ci, ils diffèrent par la position des OH. Mais des carbones quoi? Des carbones asymétriques. D'accord? Donc, ils diffèrent par la position des carbones asymétriques. Si c'est sur tous les carbones asymétriques, on parle des enantiomères, d'accord, enantiomères. Si c'est sur un carbone asymétrique, on parle d'épimères. Mais attention, pour être dans cette relation, j'insiste, il faut que les molécules puissent avoir la même formule brute, même formule semi-développée, même fonction chimique. Même fonction chimique. Par exemple, est-ce qu'on peut dire le fructose, par exemple, le fructose, d'accord, on va voir ça aussi après. Le fructose, c'est un cétohexose. D'accord? Et le glucose, par exemple. Le glucose, vous avez compris que c'est un aldohexose. Alors, est-ce que ces molécules-là sont, par exemple, ça peut être dans une relation d'énantiomères ou des épimères? Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que déjà, les deux n'ont pas la même fonction chimique. Là, c'est cétone, l'autre, c'est aldéhyde. Donc, il n'y a pas à réfléchir sur la relation qui les lie les deux. D'accord? Alors, les molécules qui vont avoir la même formule brute, la même formule semi-développée, d'accord? La même fonction chimique, mais qui diffèrent par la position des OH des carbones asymétriques, ce sont ce qu'on appelle par des stéréoisomères. Voilà. Donc, les stéréoisomères, ce sont des molécules qui vont avoir la même formule brute, formule semi-développée, même fonction chimique, mais diffèrent par la position des OH des carbones asymétriques. Voilà. Donc, ce sont des stéréoisomères. Alors, ma question, si je peux reformuler, est-ce que le fructose, qui est un cétohexose, ou le glucose, sont des stéréoisomères? Stéréoisomères. Est-ce que ce sont des stéréoisomères? Faux, voilà, c'est faux. Faux, c'est pas des stéréoisomères. Pourquoi? Parce que pour être stéréoisomère de l'autre, vous devez avoir la même formule brute, même formule semi-développée, même fonction. Déjà, les deux n'ont pas la même fonction. Bien qu'ils peuvent avoir la même formule brute, par exemple, on sait que les oses... Ah, je n'ai pas dit ça en amont. Mais les oses ont une formule brute CN, d'accord, H, 2N, ON. Voilà. Donc, N égale à combien? Égale à 6. Donc, vous aurez C6, H12, O6. Donc, vous voyez que les deux molécules ont la même formule brute. D'accord, c'est bien. Mais est-ce qu'ils ont la même formule? Est-ce qu'elles ont, la même fonction chimique? Mais non, parce que là, c'est cétone, l'autre, c'est aldéhyde. Donc, les deux ne sont pas des stéréoisomères. D'accord? Parce que pour être stéréoisomère, vous devez avoir la même fonction et la différence est sur les carbones asymétriques. Donc, les relations qu'on est en train de citer, du coup, sont des relations pour des stéréoisomères. Donc, les énantiomères, c'est quoi, si je peux reformuler? Ce sont des stéréoisomères, d'accord, qui diffèrent sur tous les carbones asymétriques. Ce sont deux stéréoisomères dont la différence est sur tous les carbones asymétriques. Donc la différence en fait entre les deux, c'est sur la configuration de tous les carbones asymétriques. Maintenant les épimères, c'est quoi? C'est d'abord des stéréoisomères, parce que vous avez compris. Donc la différence est sur un carbone asymétrique. Voilà. Maintenant il y a une autre notion
qu'on appelle les diastéréoisomères. Voilà. Les diastéréoisomères. Alors attention, là ça sera un peu compliqué à vous faire comprendre ça. Mais ça on va aller, vous allez comprendre. Alors énantiomère, on a dit quoi? Énantiomère, on a dit que c'est sur tous les carbones. Tous les carbones asymétriques. Épimère, on a dit quoi? La différence c'est sur quoi? C'est sur un carbone asymétrique. D'accord? Et diastéréoisomère, c'est quoi? Alors on va voir. Isomère. Alors diastéréoisomère, comme on a dit, hein, ce sont d'abord des stéréoisomères. D'accord? Mais la différence ici c'est quoi? Regardez, ce n'est pas sur tous les carbones asymétriques. Par exemple, prenons un exemple. Je crois que l'exemple là ça peut vous aider. Une molécule, par exemple le glucose, qui a combien? Qui a 4 carbones asymétriques. Vous voyez bien, il y a 4 carbones asymétriques. Donc il y a 1 jusqu'à 4. Donc vous avez 1 jusqu'à 4 carbones asymétriques. D'accord? Alors si la différence est sur un carbone asymétrique, on dira que c'est des épimères. Ok? Si la différence est sur tous les carbones asymétriques, donc la valeur 4, la différence avec tous les carbones asymétriques dont la valeur 4, on dira que ce sont des énantiomères. Mais attention, le diastéréoisomère, ce n'est pas le 1, sinon on dira épimère, ce n'est pas aussi le 4, sinon on dira énantiomère, mais c'est entre les deux, c'est-à-dire 2 et 3. Donc si la différence, par exemple, si vous avez par exemple 4 carbones asymétriques, la différence est déjà au niveau de 2 carbones asymétriques, on dira que ce sont des diastéréoisomères. Si c'est au niveau de 3, alors qu'il y a 4 carbones asymétriques, on dira que ce sont des diastéréoisomères. Ok? Voilà. Donc on dira que ce sont des diastéréoisomères. Donc ce n'est ni entre le carbone, un carbone, ce n'est ni le total, mais c'est entre les deux. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est très simple. J'espère que vous avez compris la notion de diastéréoisomère. D'accord? Donc déjà 2, 3, dans cette situation, on parle des diastéréoisomères. D'accord? Alors la dernière de choses, c'est le nombre de stéréoisomères. Comment calculer le nombre de stéréoisomères? Alors le nombre de stéréoisomères, c'est égal à 2 à la puissance nombre d'atomes de carbone asymétriques. Alors pourquoi 2? Ouais, c'est ça le problème. Pourquoi 2? Regardez, quand vous avez un carbone asymétrique, déjà la position de son OH peut être soit à droite, soit où? Soit à gauche. D'accord? Donc pour un carbone asymétrique, il a 2 positions. Soit à gauche, soit à droite. Donc il est à l'origine de quoi? Mais de 2 stéréoisomères. D'accord? Qui vont être dans une relation d'épimérie. Parce que si c'est à gauche, alors que l'autre molécule c'est à droite, vous voyez que les 2 molécules, ce sont 2 stéréoisomères, mais qui sont dans une relation d'épimère. Donc pour un carbone asymétrique, vous avez forcément 2 stéréoisomères. Donc c'est pourquoi la base est forcément 2. Donc il n'y a pas la plus petite valeur, en fait, c'est 2. Parce que dans un carbone asymétrique, on a 2 situations. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est le nombre d'atomes de carbone asymétrique. Donc l'exemple dans le cas du glucose, pour finir, on a 4 carbones asymétriques. Donc nombre d'atomes de carbone asymétrique, il y en a 4. Et le nombre de stéréoisomères, c'est quoi? 2 à la puissance 4. Ça me donne combien? 2 fois 2, 4. 4 fois 4, ça fait 16 carbones asymétriques. 16 stéréoisomères. D'accord? Quand vous avez 16 stéréoisomères, la moitié, qui veut dire 8, vont avoir une configuration D. L'autre moitié 8, ça sera des molécules qui vont avoir la configuration L. Et dans ces molécules, vous allez avoir les molécules qui vont être dans une relation d'énantiomère et dans d'autres qui vont être dans une relation d'épimère ou de diastéréoisomère. D'accord? Donc quand vous avez le nombre total de stéréoisomères de cette molécule, vous devez savoir que il y a la moitié qui vont avoir, donc dans ces 16 stéréoisomères, la moitié de ces molécules vont avoir une configuration D et l'autre moitié va avoir une configuration L. D'accord? Et dans ces 16 molécules-là, d'accord, dans ces 16 stéréoisomères, ces molécules-là vont être dans des relations, soit d'énantiomères, soit épimères, soit diastéréoisomères. Donc attention, il faut retenir, hein, il faut vraiment maîtriser ça parce que ça fait aussi l'objet d'un examen déjà. Donc c'est important. Alors si vous avez compris, n'hésitez pas de partager, laissez-moi un pouce bleu parce que ça m'encourage pour faire d'autres tutos. On se retrouve, voilà, si Dieu veut,
voilà, sur un autre tuto. Merci beaucoup. C'est gentil. Abonnez-vous.